On va se relancer sur la prochaine conférence. Donc prochaine conférence dédiée à l'accès aux soins des personnes sans abri et donc qui sera animée par Gabriel dont je tais le nom pour éviter de l'écorcher. Ok, merci beaucoup. Donc du coup, je vais quand même dire mon nom sans essayer de l'écorcher. Donc moi, c'est Gabriel Uribelarrea. Je suis sociologue. On va peut-être attendre 2 secondes. Il y a pas mal de monde qui arrive. On va peut-être pas attendre 2 secondes. En fait. On vous fait signe là-haut. En fait. Elle va être dure à atteindre la place du milieu. Ok. Du coup, c'est bon. Donc, je disais donc Gabriel Uribelarrea. Je suis sociologue. Je suis chercheur à l'université de Grenoble-Alpes. Je suis coporteur en fait d'une chaire de recherche qui s'appelle Public des politiques sociales, qui est une chaire de recherche qui est consacrée, on va dire, à la réception par les publics des politiques sociales autour de l'hébergement principalement et de l'accès au logement. On a notamment terminé récemment une recherche sur le logement d'abord, en suivant en fait des personnes qui sont accompagnées par des dispositifs logement d'abord à Lyon et Grenoble. Euh, vous trouverez un rapport de recherche sur la question sur notre site internet. Mais là, du coup, je vais plutôt revenir en fait sur un travail qui est mon travail de thèse de sociologie, une thèse donc consacrée à la question de l'accès aux soins des personnes sans abri, et qui est une thèse qui tente d'articuler en fait deux questions, on va dire. La première, c'est celle de qu'est-ce que soigner veut dire, qu'est-ce que ça signifie soigner des personnes sans abri. Et la seconde, en fait, c'est d'articuler cette question du soin avec la question de l'habiter. Donc, en fait, comment en fait le soin prend en compte les manières d'habiter des personnes sans abri ou pas. Et une fois qu'on s'engage dans du soin, en fait, qu'est-ce que ça fait aux manières d'habiter une diversité de lieux, en sachant que le terme d'habiter est ici utilisé dans une acception large qui ne signifie pas vivre dans un logement, mais plutôt avoir un rapport de familiarité et d'aisance dans un environnement donné qui peut donc être également l'espace public. Et cette articulation entre l'habiter et le soin, elle va reposer en fait sur un concept, sur une notion autour desquelles je vais essayer d'articuler ces deux questions, et c'est autour de ça que je vais intervenir cet après-midi. C'est autour du concept d'attachement. Donc l'idée, en fait, on va dire que c'était un peu la question générale de ma thèse, comment les professionnels du soin tiennent compte en fait des attachements des personnes sans abri dans les soins qu'ils leur apportent. Et donc cette question, vous allez voir, en fait, elle a pas mal de liens avec ce qui a été évoqué précédemment, sauf qu'elle va encore élargir peut-être un peu plus la diversité des liens, des réseaux qui vont être pris en considération. Puisqu'en fait, on va entendre par attachement, de manière minimale, on va dire, et c'est autour de cette définition que je vais travailler, ce qui compte pour une personne. Ça va être la définition du terme d'attachement. Et ce qui compte pour les personnes, ça peut être d'autres personnes, des individus, mais c'est aussi, et dans plein de situations, en fait, une diversité d'entités non humaines. Ce qui compte, c'est des lieux, ce qui compte, c'est des objets, c'est des produits, c'est des animaux. Et donc, ça, en fait, volontairement, au regard de ce qui a été évoqué précédemment, je vais m'intéresser en fait à des attachements à des entités non humaines. On va les appeler comme ça, pour savoir en fait comment les professionnels les prennent en compte ou pas dans l'accompagnement. Ma présentation, du coup, elle va être assez différente de ce qui a été présenté jusqu'à présent, parce que
Je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous présenter un dispositif, je ne vais pas vous présenter des réponses institutionnelles ou des paradigmes, un peu comme ça a été mentionné tout à l'heure. Je vais plutôt essayer de revenir en fait sur des situations d'accompagnement, des situations de soins, en faisant le pari que c'est la description en fait des situations qui nous permettra en fait d'avoir un échange autour de mon propos. Vous verrez également, et je terminerai peut-être par ça en guise d'introduction, et ça m'amènera sur le point d'arrivée peut-être de ma présentation. Vous verrez qu'il y a un gros enjeu qui est à la fois pratique et politique à décrire en fait les situations. Donc en fait, je vais passer du temps en fait à vous raconter des histoires en quelque sorte pour essayer de donner à discuter. Et je pense que les termes, ça a été évoqué tout à l'heure aussi sur les enjeux autour du langage, sont particulièrement importants et les catégories aussi qu'on mobilise sont particulièrement importantes puisque définir en fait des situations, c'est déjà une première manière d'y répondre. Et donc il y a un enjeu en fait à poser la question de comment on définit ou on redéfinit des situations et des pratiques. Donc cette question des attachements, je l'ai dit, les attachements sont multiples et pluriels. Je vais m'intéresser à des attachements, plutôt à des lieux ou à des objets dans ma présentation. Il y a un premier point qui est important de signaler ici, c'est que toute personne est attachée. Sociologiquement, en fait, il n'y a pas de personne qui n'a pas d'attachement. Et ce constat sociologique, il peut paraître à la fois banal, mais il est important à rappeler, notamment quand on travaille sur les questions de sans-abrisme, puisqu'en fait, les personnes sans-abri sont d'abord définies et nommées dans tout un ensemble de discours, aussi dans la recherche, par rapport à l'absence de lien, à la fois de relations sociales, mais pas que. C'est des personnes qui sont qualifiées comme étant sans lien ou en rupture de lien. Et donc ça, en fait, c'est des manières de définir les personnes, de les décrire, qui sont des manières en fait problématiques et qui sont, on va le suivre avec des situations qui sont des erreurs en fait d'analyse ou de description des personnes. Donc toutes les personnes sont attachées, y compris les personnes sans abri, même quand elles sont qualifiées comme des individus isolés. Donc penser la question des attachements, c'est en fait poser une question qui est de ne plus simplement intervenir sur des individus, mais d'intervenir toujours sur des personnes attachées, sur des êtres qui ont des attaches. Donc ça pose fondamentalement la question en fait de qu'est-ce qu'on fait de ces attaches dans le cadre de l'accompagnement, comment on les prend en compte ou pas, et au nom de quel motif ou de quelle raison. Donc cette question de la considération des attaches, je voudrais l'évoquer avec une première situation, une première description. Donc toutes les descriptions que je vais, enfin il y en aura deux. Les descriptions que je vais vous présenter en fait sont issues d'enquêtes de terrain, d'enquêtes ethnographiques que j'ai menées. Donc l'enquête ethnographique, l'idée c'est de passer du temps long, on va dire, proche des personnes, là en l'occurrence des professionnels de différents dispositifs. Il y aura la première situation, en fait c'est une enquête qui repose sur un suivi d'une équipe médico-sociale rattachée à un établissement hospitalier qui était dédié à l'accès aux soins des personnes sans abri. Donc j'ai suivi pendant plusieurs mois au quotidien le travail des infirmières et de la travailleuse sociale. Et puis la deuxième situation que j'évoquerai, en fait, c'est une ethnographie que j'ai menée dans un centre d'hébergement médicalisé relevant des Lialtes Soins Santé. Alors la première histoire, c'est celle de Jean, on va le nommer ainsi, un homme d'une 50aine d'années. Jean vit dans sa voiture qu'il a remplie d'effets personnels. Et au moment où l'histoire débute, il doit se faire opérer d'une hernie. Et cette opération exige pour Jean une hospitalisation de quelques jours. Cela signifie donc que Jean va devoir quitter sa voiture et ne pas y revenir pendant ces quelques nuits qu'il va devoir passer à l'hôpital. Et pour lui, son éventuelle absence est source d'inquiétude. Ne pas être présent chaque soir dans sa voiture, c'est rendre cet espace privatisé vulnérable, fragile. Les vitres de la voiture pourraient être cassées, comme il dit aux professionnels, les portes pourraient être défoncées, les affaires volées. Pire encore, la voiture pourrait être embarquée par la fourrière et disparaître avec toutes ses affaires.
Au cours d'une réunion réunissant des professionnels de plusieurs structures, alors sans Jean, tout à l'heure on évoquait la présence des personnes avec les professionnels, là il y a tout un ensemble de discussions entre professionnels mais sans la personne. L'une des professionnels rapporte les propos que Jean lui aurait tenus, et il dit ceci: « Je ne la quitterai jamais ». Ces mots rendant compte de l'intensité de cet attachement à l'espace habité. Alors dans un premier temps, Jean refuse de quitter sa voiture, au regard des raisons que je vous ai rapportées, et par conséquent, il refuse de se faire hospitaliser. Plusieurs professionnels impliqués dans cet accompagnement définissent alors cet attachement à la voiture comme une emprise dont Jean ne peut se défaire et qui l'empêche de se soigner. Au cours d'une réunion, une autre professionnelle, face au refus de Jean de quitter sa voiture, affirme, je la cite, « Il nous prend en otage avec sa voiture ». Alors cette remarque est aussi teintée de jugement normatif. La voiture n'est pas un lieu habitable, et donc il n'y a pas de raison d'y rester. Mais au moins temporairement, ce jugement, vous allez voir, va être suspendu, et les professionnels vont reconnaître que si la voiture n'est pas un lieu habitable à long terme, c'est aujourd'hui un lieu habité. Et donc, face à la situation de non-recours aux soins, on pourrait le qualifier ainsi, les professionnels vont s'engager dans un long travail de négociation auprès de Jean. Et cette négociation va s'accompagner d'une requalification de l'attachement à la voiture. Alors qu'elle était une emprise, elle va potentiellement, progressivement devenir une prise, un appui potentiel pour favoriser l'accès aux soins de Jean. Cela ne se fait pas facilement. Certains professionnels ont toujours des doutes. Tous ne partagent pas le même avis sur cette voiture et sur le statut qu'il faut lui accorder dans l'accompagnement. Mais progressivement, un accord se dessine. Pour que Jean accepte de se déplacer à l'hôpital, il va falloir déplacer la voiture dans un lieu qui apparaît suffisamment sûr aux yeux de son propriétaire. Des professionnels vont commencer à chercher un lieu avec Jean. S'ils s'attellent à cette tâche, c'est parce que plusieurs d'entre eux se sont engagés auprès du patient à aller vérifier plusieurs fois par jour, pendant son hospitalisation, qu'il n'est rien arrivé à la voiture. C'est ce que me raconte une infirmière chargée de rassurer Jean durant son hospitalisation, qui vient de lui passer un coup de fil devant moi et qui me dit ceci: « Je lui donne des nouvelles de sa voiture, mais il faut que j'aille voir la voiture avant. Je ne voulais pas dire à Jean que sa voiture allait bien si ce n'était pas vrai. » Elle va voir de ses propres yeux pour ne pas trahir la confiance qui s'est nouée et aussi considérer l'inquiétude de la personne au regard de l'importance qu'il accorde à cet attachement. C'est ainsi que Jean va accepter de se faire hospitaliser parce qu'un ensemble d'aménagements vont être mis en œuvre autour de la voiture et de l'attachement à la voiture. Je vais m'arrêter ici pour cette description. Alors quels enseignements, quels fils pouvons-nous tirer en fait de cette première situation ? Premièrement, cette description donne à voir comment les professionnels observent et décrivent les attachements des personnes, là ici d'une personne sans abri, qu'ils accompagnent. Cette manière de qualifier ou de définir ce qui compte pour les personnes constitue déjà une manière d'accorder une place ou pas dans l'accompagnement. Quand la voiture est qualifiée comme un problème, comme une emprise, elle n'a absolument aucune place dans l'accompagnement, si ce n'est d'être un frein à l'accès aux soins. Requalifier en fait la voiture et l'attachement à la voiture, c'est finalement ouvrir de nouvelles perspectives, se donner de nouvelles pistes d'action et réouvrir des possibilités en quelque sorte sur une situation qui était a priori bloquée. Deuxièmement, cette description nous invite à penser que soigner une personne, c'est aussi prendre soin de ce qui compte pour elle. C'est-à-dire soigner une personne, ce n'est pas seulement soigner un corps ou un individu tel qu'un atome un peu isolé, déconnecté, c'est prendre soin de ce à quoi il tient, de ses attaches, qu'il s'agisse en fait d'un objet, d'une voiture. On va prendre soin de cette relation et pas simplement prendre soin de la personne. Donc le soin mis en œuvre ne porte pas seulement sur un corps, mais sur ce qui relie la personne au monde. Ici, du coup, sur une voiture qui apparaît comme l'attachement principal qui importe
pour la personne et qui doit être considéré, préservé à sa juste valeur. L'accompagnement de Jean se concentre sur un attachement particulier qui se définit progressivement au regard de la valeur que lui importe le patient. C'est parce que l'attachement à sa voiture est importe pour Jean, qu'il devient également important pour les professionnels. L'attachement à la voiture en soi n'est pas important en soi, il est important pour Jean et c'est pour ça qu'il devient important dans l'accompagnement. En quelque sorte et de manière temporaire, les professionnels épousent le point de vue de Jean quant à ce qu'il compte pour lui. C'est Jean en quelque sorte qui définit ce sur quoi il faut porter l'attention. Je voudrais maintenant aborder une seconde situation qui va justement réinterroger cette question de qui définit ce qui importe dans la relation de soins. Quels sont les attachements qui comptent? Et pour ce faire, en fait, je vais partir d'un autre attachement, d'une autre dépendance qui peut surprendre parfois, qu'on le nomme comme un attachement, qui est l'attachement à l'alcool. Je vais m'intéresser en fait à cet attachement-là à travers le cas de Eric. Donc Eric, c'est un homme d'une 60aine d'années qui est hébergé dans un centre d'hébergement médicalisé qui relève des Lialto Soins Santé. Il a été admis dans cet établissement après s'être cassé coup sur coup les 2 jambes. Depuis, il se déplace uniquement en fauteuil roulant. Eric a une addiction à l'alcool. Et dans ce centre d'hébergement, c'est des points qui seront évoqués aussi tout à l'heure, la consommation d'alcool est réglementairement interdite. Donc Eric, puisqu'il ne peut pas boire dans la structure, sort tous les jours dans le quartier pour aller boire, soit au bistrot, où il a ses habitudes, plus généralement en fait sur un banc dans un petit square à proximité du centre d'hébergement. Et en général, il ne boit jamais seul. Il boit toujours avec d'autres personnes du centre d'hébergement, mais aussi avec des habitants du quartier, des passants qui s'arrêtent, avec qui il va discuter, etc. Ces alcoolisations, les professionnels des Lialto Soins Santé les qualifient de gravissimes, notamment en raison des chutes. En fait, Eric, après quelques bières, tombe souvent de son fauteuil roulant, et du coup, il finit parfois aux urgences, ou il est parfois ramené par des voisins au centre d'hébergement, et ces chutes paraissent pour les professionnels de plus en plus dangereuses et mettent de plus en plus en danger sa santé, selon eux. Donc ils vont proposer à Eric un arrangement, en quelque sorte, qui va consister à transgresser le règlement, l'interdit, pour venir boire avec eux en salle de soins, selon une logique que les professionnels qualifient eux-mêmes de réduction des risques. À travers cette proposition, les professionnels anticipent qu'Eric va moins sortir, va donc réduire sa consommation d'alcool, qui serait un peu plus contrôlée car supervisée et discutée avec des professionnels. Mais dans les faits, Eric continue de sortir autant et la quantité d'alcool bu entre les murs de l'institution ne fait que s'ajouter à celle qui était bue et qui continue d'être bue hors de l'institution. Donc l'expérimentation est rapidement écourtée et Eric n'est plus autorisé à boire en salle de soins. Donc il continue à boire à l'extérieur, dans le quartier. Il continue de tomber régulièrement, de faire des chutes. Et quelques jours plus tard, face à la répétition de ces chutes, qui vraiment, j'insiste, vraiment le mettraient en danger physiquement, les professionnels vont imposer une décision à Eric. Ils vont décider de le confiner en lui interdisant de sortir seul de l'établissement. L'équipe va privilégier une mesure qui, selon elle, préservera et protégera son état de santé au détriment de son autonomie décisionnelle. Ils vont mettre en place cette pratique, quand bien même elle exige un travail de contrainte qui est ici assumé par les professionnels, même si évidemment ça s'accompagne de dilemmes moraux, de discussions, de débats, etc.
La symétrie dans la relation de soins est ici portée à son paroxysme et apparaît une forme d'expertise de l'aide où les soignants vont calquer leur action sur les risques encourus par le patient en lui ôtant toute autonomie de jugement sur sa situation. Les professionnels anticipent les problèmes mieux que le patient serait à même de le faire et estiment ainsi apporter les réponses les mieux adaptées. Et effectivement, dans les jours qui suivent cette décision, l'état de santé d'Éric semble s'améliorer. Lui-même affirme qu'il va beaucoup mieux, il se sent beaucoup mieux. Pour la première fois depuis environ 5 mois que je mène mon enquête de terrain dans ce lieu, pour la première fois, je le vois se lever de son fauteuil roulant, il fait quelques pas, qu'il montre avec beaucoup de fierté en disant ça va mieux, c'est le signe que ça va mieux. Il envisage même une opération qui lui permettrait de remarcher. Mais progressivement, au fil des jours, la décision des professionnels va devenir insupportable pour le patient. Non pas finalement parce qu'elle empêcherait Éric de boire. En fait, Éric ne rencontre aucune difficulté pour faire rentrer de l'alcool dans le centre d'hébergement et pour boire dans sa chambre en cachette. Il peut toujours compter sur d'autres patients pour le ravitailler en échange de quelques pièces. En revanche, cette contrainte le prive de ces moments agréables, comme il les nomme, de ces échanges et de ces discussions qu'il engage avec des personnes dans la rue. Il ne peut plus profiter de ces rencontres avec des passants auxquels il tient, et c'est en ça que l'interdiction de sortir devient progressivement insupportable pour Éric. Cette décision, justifiée par les professionnels au nom de la protection de sa santé et du soin, lui apparaît ainsi comme non soignante. Il me le suggère en une phrase, soi-disant qu'on me soigne, mais on m'empêche de sortir. La remarque exprime ses doutes quant au sens des soins qui lui sont prodigués et souligne le manque de considération des professionnels pour un autre attachement, pour une autre composante de sa personne. Le plaisir qu'il prend à être dehors, au contact des autres, dans l'espace public. L'échec de la proposition de consommer en salle de soins, que j'évoquais précédemment, prend en fait un autre sens au regard de ces éléments. Il s'agissait d'une réponse qu'on pourrait qualifier de médicale, qui visait à répondre à un problème physiologique, satisfaire le besoin, prévenir le manque d'alcool en consommant quotidiennement et régulièrement en salle de soins. Or, celle-ci efface l'inscription sociale de la consommation d'alcool. Pour Éric, boire avec des proches, boire, c'est toujours boire avec des proches. C'est toujours boire sur son banc ou au bistrot, dans des lieux de passage où il peut nouer des interactions avec des passants et où il est reconnu comme un habitant du quartier. Ces retours sur les soins qui lui sont prodigués, Éric les exprime de manière verbale et non verbale. Mais l'équipe, collectivement, n'entend pas ces retours du patient et aucun changement n'est finalement apporté à cette situation. Éric est pris dans une relation de soins qu'on pourrait qualifier de paternaliste, pour reprendre la formule de la philosophe du Caire Joanne Tronto, c'est-à-dire une relation de soins qui ignore le point de vue de la personne soignée sur les soins qui lui sont apportés. Et suite à des consommations d'alcool répétées au sein de l'établissement, qui engendrent des situations d'ivresse, qui elles-mêmes s'accompagnent régulièrement d'insultes à l'égard des autres patients et du personnel, Éric va finalement se faire exclure de l'établissement. Cette exclusion révèle l'impossibilité des professionnels à poursuivre la logique du soin. La logique du soin, c'est-à-dire en fait de redéfinir les problématiques rencontrées, de les qualifier et de les décrire autrement, d'explorer de nouvelles réponses et donc de relancer une réflexion sur la prise en charge qu'il convient de mettre en œuvre. Je vais m'arrêter là pour cette seconde description et essayer là aussi de tirer 2 fils sur la question des attachements. Premièrement, alors que la situation de Jean se concentrait sur un attachement spécifique, la relation de Jean à sa voiture, celle d'Éric en fait soulève une question plus complexe, on pourrait dire, qui est en fait l'entrelac des attachements. Pour Éric, la dépendance à l'alcool est indissociablement liée à un autre attachement qui est l'attachement à l'espace public et à ses rencontres. Essayer de le couper
de la première en l'interdisant de sortir seul, c'est effectivement le couper du second qui est une part essentielle de ce qui importe pour lui. Considérer les attachements des patients est donc une affaire complexe qui exige de penser leurs ramifications, leurs interdépendances, comment ils sont potentiellement reliés les uns aux autres. Agir sur l'un, comme agir sur la relation à l'alcool, c'est potentiellement agir sur tout un ensemble d'autres relations qui unissent le patient à d'autres personnes, à d'autres lieux, à d'autres objets. C'est d'une certaine manière en fait ce que rappelle Eric. Deuxièmement, pour penser ces ramifications, les soignants doivent se mettre à l'écoute des retours que formulent les soignés sur le soin qu'ils leur apportent. Alors là aussi, cette affirmation peut paraître à la fois évidente et banale, mais finalement elle n'en est rien, comme le montre la situation d'accompagnement d'Eric, mais aussi comme le décrivent de nombreux travaux de recherche sur le sans-abrisme. La relation de soins est par définition une relation asymétrique entre soignants et soignés, même si les tentatives de resymétrisation sont multiples pour instaurer des soins qui répondent un peu mieux ou mieux aux attentes et aux demandes des soignés. Du coup, se pose une question pratique et peut-être politique, en fait, qui est de comment resymétriser la relation de soins. Il me semble que ces deux situations indiquent une voie à suivre. Il me semble que resymétriser, c'est d'abord décrire autrement des situations, sous d'autres termes et selon d'autres points de vue. C'est à mon avis ce que montre la requalification de l'attachement à la voiture de Jean par les professionnels. Pour resymétriser la relation de soins, il a fallu passer par un passage de requalification de l'attachement à la voiture. Et c'est aussi ce que souligne, à mon sens, mais cette fois par la négative, la situation d'Eric. C'est parce qu'il n'y a plus de travail de description, d'enquête et de description sur ce qui relie Eric à l'alcool, que progressivement, en fait, les professionnels vont se fermer les horizons, les possibilités d'action. Il n'y a plus rien à expérimenter parce qu'on n'arrive pas à qualifier autrement ce qui est en train de se passer là. Pourtant, Eric tend des perches pour qualifier autrement ce qui se passe là, et notamment en rappelant son attachement à l'espace public. Ce travail de description pour resymétriser la relation de soins, il me semble qu'il peut passer par le concept d'attachement. Ce concept d'attachement, en fait, il invite, c'est pas un concept sociologique. Enfin, c'est pas seulement un concept sociologique. C'est une catégorie de sens commun qui peut être mise à l'épreuve par toutes et tous. Comment il peut être mis à l'épreuve ? Il peut être mis à l'épreuve par l'enquête et par la description à partir d'une question extrêmement simple et pourtant très complexe dans ses conséquences, c'est à quoi tiennent les personnes et qu'est-ce qui les fait tenir ? Jusqu'où, en fait, on prend cette question-là au sérieux dans l'accompagnement qui est mené dans l'accompagnement aux soins. Poser cette question, c'est donc s'engager dans un travail d'enquête et de description minutieuse, précise, pour qualifier ce qui compte pour les personnes soignées, sans hiérarchiser a priori l'importance des attachements pour la personne attachée. Par exemple, la relation à un autre individu, notamment la relation à la famille par exemple, ou à un ami, n'est pas a priori plus importante que la relation à un lieu, que la relation à un objet, ou que la relation à un produit ou à un animal. Il faut donc se placer, décrire les attachements, exige en fait de se placer du côté de la personne accompagnée pour comprendre ce qui lui importe et ce qui a de la valeur à ses yeux. Ce faisant, la description des attachements implique de considérer les perspectives de la personne accompagnée, de prendre en compte son point de vue sur la manière dont ce à quoi elle tient est considéré ou pas dans l'accompagnement aux soins. Alors simplement pour terminer vraiment en 2 mots, ce travail de description, j'ai essayé de le montrer, il est déjà en partie mené par les professionnels du soin. Ce n'est pas une pratique nouvelle.
Cependant, il me semble qu'elle mériterait deux choses. Premièrement, elle mériterait d'être qualifiée en ces termes-là, donc d'avoir ce souci en fait de décrire et de préciser ce qui importe pour les personnes. Et elle mériterait d'être accentuée et affinée pour éviter notamment certaines catégories que je mentionnais en introduction, comme les personnes sont sans lien ou en rupture de lien, pour décrire en fait avec plus de justesse les situations et donc pour expérimenter peut-être des manières de faire qui seraient toujours plus proches en fait des perspectives des personnes soignées. Donc d'une certaine manière, en fait, il y a par rapport il me semble, par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur l'open dialogue, il me semble que dans ce qui a été présenté tout à l'heure, en fait, quand on suit les pratiques, il y a déjà tout un ensemble de similitudes ou d'embryons dans la considération notamment du réseau des personnes, etc., mais qui mériteraient peut-être d'être accentuées et peut-être affirmées de manière plus clairement pour le prendre en considération. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, vous prenez les questions éventuellement. Oui, si on peut, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? C'était le but, ouais. Oui. Alors, je ne sais pas si on a des micros sans fil. Oui, ils sont là. Ok. Ça vous a un peu épuisé, peut-être. M'en excuse. Il y a quelqu'un au milieu, là. Bonjour, Marielle, je travaille dans un dispositif d'appui à la coordination et anciennement dans une Maya. Alors ça me fait penser quand même à ce qu'on faisait en effet dans les Mayas. Moi je me rappelle avoir pu accompagner une dame malade d'Alzheimer sur une hospitalisation parce que ce dont à quoi elle était attachée, c'était la cohabitation avec son fils malade schizophrène. Et elle avait très peur de le laisser tout seul à la maison. Donc on a pu, en fait, avec les autres professionnels, la convaincre, se rassurer d'aller à l'hôpital, parce qu'on a accompagné son fils plusieurs fois, du coup, la voir pendant son hospitalisation. Voilà, ce qui était possible, parce qu'on avait les moyens de le faire. Donc conduire quelqu'un en voiture, avoir une voiture de disponible, avoir du temps, un nombre de suivis limité, raisonnable. Voilà. Donc du coup, je pense que la plupart d'entre nous, on est convaincus en fait, et on détermine très bien les attachements chez les gens qui sont variés, qui sont hyper importants. On sait qu'ils tiennent parce qu'il y a quelque chose qui les fait tenir, mais force est de constater qu'on n'a pas toujours les moyens en fait pour respecter ça. Et voilà, ça peut être aussi douloureux pour nous en fait, et c'est par contrainte, par protection aussi, je pense, professionnelle, que parfois on se dit bah voilà, on travaille dans notre cadre et on ne peut pas toujours faire mieux, quoi. Voilà, mais merci, c'était très intéressant en tous les cas. Merci à vous pour la description aussi de la situation. Peut-être ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, c'est important de remettre cette dimension peut-être un peu plus macro en fait et structurelle sur le cadre de ces accompagnements, etc. Typiquement, par exemple, sur la première situation que j'évoquais autour de la voiture, l'équipe mobile hospitalière que je décrivais, en fait, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est devenu un lieu fixe parce que justement, en fait, il y avait cette question en fait de
du nombre de suivis, du nombre de patients, du temps qui était accordé justement à ces déplacements, d'aller voir la voiture de l'un, d'aller chercher l'autre pour faire des visites, etc. Donc ça, c'est assez peu pris effectivement en considération. Du coup, c'est pour ça aussi que ce travail de description, à mon avis, il est fondamental aussi pour rendre compte des pratiques des professionnels. Et à mon avis, c'est ça qui, en tout cas pour moi, qui mériterait d'être accentué pour mieux rendre compte de ce qui est fait par les professionnels dans ces accompagnements. Je pense qu'il y a un accord, effectivement, comme vous le dites, on est d'accord sur le fait que vous faites ça. La question, c'est en fait, comment vous rendez compte de ce travail-là et à qui, à mon avis, qui se pose. Donc, du coup, quels sont les outils dont on se dote pour décrire précisément les pratiques professionnelles? Moi, si j'insiste là-dessus, c'est pour plusieurs raisons, mais c'est notamment quand j'assiste en fait à des présentations par des travailleurs sociaux ou des professionnels du soin de leur activité se résume à des principes, en général. On les voit assez peu de situations très concrètes, d'exemples concrets qui donnent à voir ce qui est fait. Nous, ce qu'on fait, c'est ça. Mais ça mérite en fait d'être publicisé, dans le sens où en fait ça participe à élaborer un problème public qui rend compte en fait de ces activités pour mieux les considérer aussi du côté des professionnels. L'autre élément, c'est que je suis quand même un peu nuancé aussi par le fait que tous les professionnels s'accordent sur les attachements. Je pense que par définition, les attachements sont pas tout le temps faciles à observer et à décrire. Et il me semble qu'il y a un ensemble d'attachements qui sont aussi liés aux contraintes des pratiques professionnelles, du fonctionnement d'un certain nombre de dispositifs, qui fait qu'on passe à côté de certaines attaches des professionnels, des personnes, pardon. Ça, par exemple, juste pour donner un petit exemple, j'évoquais tout à l'heure la recherche sur le logement d'abord pour pas parler que du soin, mais aussi de l'accompagnement social. On a suivi 81 personnes qui sont accompagnées par des dispositifs logement d'abord. Il y a tout un ensemble de personnes, en fait, leurs attaches, par exemple, à un quartier, à un lieu, c'est pris en considération dans certaines situations, mais pas dans toutes les situations quand il faut trouver un logement. C'est lié, on est d'accord, aussi à des contraintes de l'offre, etc., sur des territoires. Nous, l'enquête a été sur Lyon et Grenoble, qui sont des territoires très denses. Mais à mon avis, faire le travail de description, pour avoir échangé avec des bailleurs sociaux, faire le travail de description de quelles sont les attaches des personnes et comment ces attaches font aussi qu'elles ont des aspirations dans des environnements peut-être très situés, ce travail-là, les bailleurs sociaux, par exemple, ils ne le voient pas, ou très peu. Donc il y a un enjeu aussi auprès de ces acteurs, mais parmi d'autres acteurs, à décrire ces attaches de manière précise pour peut-être un peu déplacer certaines propositions ou déplacer certaines actions. En tout cas, c'est par l'expérience pratique et les échanges avec toute une diversité d'acteurs, il me semble qu'il y a cet enjeu-là. Alors, moi, j'ai une question pratico-pratique, en fait, parce que je pense que vous avez fait beaucoup d'observations sur le terrain. Et qu'est-ce que vous auriez comme conseil à nous donner pour travailler avec l'attachement des personnes? Alors, c'est ça. Je suis très mauvais pour ça, du coup, c'est ce que j'ai commencé un peu à essayer de faire à la toute fin de mon propos. Mais moi, je vais répondre par un exemple. En fait, je suis aussi enseignant à l'université, notamment auprès de professionnels du travail social et du soin qui font des masters en sociologie, en sciences sociales. La première chose que je leur demande, en fait, c'est ce travail de description, en fait, à faire avec les personnes, sur les attaches des personnes. De ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, ce travail-là implique en fait un travail d'enquête et de posture dans la relation avec les personnes qui diffère en fait. Et à mon avis, il y a un intérêt à
à s'inspirer peut-être des méthodes de sciences sociales, donc notamment l'observation et l'entretien tel qu'on le pratique en sciences sociales, qui est du coup un format d'entretien très peu calibré, mais qui est très peu contraint, mais qui invite vraiment les personnes à décrire et du coup à les suivre dans leur manière de qualifier ce qui compte, de cartographier avec elles ce qu'ils comptent, parfois même à l'écrit en fait, de nommer, de dessiner tout un ensemble de choses, de photographier. J'ai par exemple notamment une étudiante qui est chef de service d'une pension de famille, qui a donné des appareils photos aux résidents de la pension de famille. Et en fait, en voyant les photos, elle leur a demandé en fait de prenez en photo ce qui vous importe. En fait, elle a découvert tout un ensemble de choses qu'elle, depuis sa place de professionnelle, elle n'arrivait pas à observer. Donc l'idée, en fait, c'est très vague hein, comme réponse peut-être, mais c'est de trouver des dispositifs de médiation qui sont des dispositifs en fait qui vous permettent d'opérer des déplacements, c'est-à-dire de ne pas être considéré uniquement comme l'accompagnatrice ou l'accompagneur social ou le professionnel référent, etc., mais en fait d'occuper une place où justement vous êtes dans une situation où vous voulez juste comprendre en fait ce qui attache les personnes sans forcément prédéfinir ce qui va importer et ce sur quoi il va falloir agir. Et ça, du coup, ça passe vraiment à mon avis, par une clarification de ce que vous cherchez quand vous travaillez sur les attachements et de faire ces petits déplacements. Donc, c'est des choses qui sont, à mon avis, qui sont très fines, mais qui passent notamment par des outils qui permettent de visibiliser que là, vous cherchez à occuper une autre place, qui est celle de comprendre ce qui compte pour les personnes. Et à mon avis, ça, c'est pas tout à fait, ou en tout cas, moi, c'est les retours que j'ai des professionnels que j'accompagne dans ces travaux de recherche. C'est pas tout à fait la position des professionnels, en fait. C'est pas une position professionnelle, c'est un peu autre chose qui se passe, même si ça a des affinités et des liens. C'est pas terrible comme réponse, mais bon courage, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'arrive. Je crois qu'il y a un enregistrement, du coup. Par rapport à cette question des attachements, je me demandais, est-ce qu'il y avait quelque chose du côté de la hiérarchisation de ces attachements Oui. Le sens, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des attachements dans ce cadre-là, du côté de la hiérarchisation, qui étaient pris en compte par les équipes et donc qui correspondaient à ces valeurs, et d'autres qui ne correspondaient pas? Et dans ce cadre-là, comment les choses peuvent être observées? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à cette question-là? Typiquement, les attachements qui comptent pour les équipes que moi j'ai suivies, c'est les attachements à des personnes. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que hormis, et c'est pour ça que notamment les questions des addictions, des dépendances, en fait, je les ai appréhendées comme des attachements, c'est que du coup, en fait, ce qui importe à travailler, ça va être la relation aux proches, dans la hiérarchie des valeurs des professionnels, ça va être la relation à la famille, aux proches, etc. Donc c'est pour ça que moi, dans une partie de mon travail, j'insiste plutôt sur des relations à des êtres ou à des entités non humaines, qui sont finalement, hormis quelques cas qui sont très marqués dans le champ du sans-abrisme, je pense à la question de l'attachement aux animaux, qui est une vraie question, notamment sur l'accueil des personnes accompagnées. Alors souvent, là aussi sur les animaux, on parle des chiens. Donc on pourrait aussi élargir. Enfin, j'ai suivi aussi des professionnels qui élargissent en fait à d'autres. Enfin, où c'est les animaux, c'est pas les chiens en particulier parmi les attaches. Et la question des produits, notamment de l'alcool, parce que du coup c'est un produit légal, donc c'est plus souvent discuté en quelque sorte, qui sont pris en compte. Sinon, par exemple, l'attachement au lieu est assez peu pris en compte. Ça, typiquement, c'est aussi un héritage de la manière dont a été pensée l'urgence sociale, donc cette politique publique mise en place à partir des années 90 à destination des personnes sans abri. C'est-à-dire qu'en fait, on a assez peu considéré que ces personnes-là pouvaient habiter des environnements
Et donc en fait, cette politique, elle a été structurée autour ce qu'un sociologue comme Édouard Gardella appelle un fractionnement temporel, c'est-à-dire vous allez vous déplacer d'un endroit à un autre, quelques nuits d'hébergement là, quelques nuits d'hébergement là, etc. Et donc cette question du lieu est très peu pensée. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, avec des chercheurs, dont notamment Édouard Gardella que j'évoquais, on réfléchit aussi à la question d'un droit habité. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que serait un droit habité ? C'est en fait reconnaître que les personnes habitent tout un ensemble d'environnements, qu'elles s'y attachent, c'est une des caractéristiques de l'habité. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces attaches ? Que ce soit des objets, des habitudes, tous ces éléments-là. Ça, c'est un premier point sur la hiérarchie, on va dire, des attachements. Un second point, c'est qu'aussi des attachements vont être toujours, ou en tout cas a priori, qualifiés par la négative. Moi, je travaille encore beaucoup sur la question de l'alcool. L'entrée, c'est souvent... l'alcool, c'est souvent d'abord un problème, avant d'être autre chose. Et il y a beaucoup de situations où on voit que progressivement, ça devient autre chose. Parce que les personnes ne souhaitent pas arrêter, que ça permet tout un ensemble de choses. Enfin, par exemple, là, sur les liens alto-santé que j'évoquais, le cas d'Éric était un moment un peu paroxystique de dilemmes moraux, de questionnements, etc., qui a fait évoluer la structure, en fait, sur la place de l'alcool dans ce centre d'hébergement, en essayant progressivement, en fait, de lui trouver une place. Ça a d'abord été de trouver une place à l'objet. Donc l'attachement, là, a été intéressant pour aménager une place aux bouteilles, aux canettes, puisque la possession était même interdite, mais aussi pour envisager des modalités de consommation, etc. Donc voilà, ça, je pense, c'est des choses qui sont assez... qui ne sont pas très surprenantes, je pense, pour vous, mais à mon avis, ce qui est important, c'est toujours qui hiérarchise comment ces attachements et de ne pas imposer, en fait, la valeur d'un attachement à la personne qui est attachée. Et ça, c'est quand même un point, à mon avis, qui est toujours en discussion, parce que ça soulève aussi des tensions morales. C'est ce que montre la situation d'Éric. On l'interdit de sortir, mais ce n'est pas juste l'interdire de sortir et d'être sur quelque chose de répressif. C'est au nom d'une norme du soin qui est de préserver l'état de santé de la personne. Mais ça rentre en contradiction avec une autre norme qu'on retrouve dans le monde médical, qui est celle de l'autonomie, de choisir ce qui importe pour soi, etc. Et donc, vous êtes pris dans des normes, enfin, dans des situations qui soulèvent des contradictions entre différentes normes. Et donc, se replacer du côté du patient dans la valeur qu'il accorde à ce qui lui importe, c'est souvent une étape qui peut permettre en tout cas, il me semble, dans certaines situations, de sortir des dilemmes moraux rencontrés. Alors, moi j'avais une question. Donc, on parlait du coup de l'attachement de la personne, notamment à un lieu. Alors, moi je suis éducateur spécialisé sur un accueil de jour. Donc, aussi, je travaille étroitement avec une infirmière du point santé. Et on voit bien la réalité aussi des choses sur les terrains, c'est que même si on essaye de faire en sorte que la personne reste sur le lieu, notamment pour des suivis de soins ou même pour des accompagnements, on voit bien que c'est pas possible ou même extrêmement difficile. Du coup, dans ce cadre-là, je l'aurais voulu savoir si à Grenoble ou Lyon, où vous avez pu du coup observer des choses, il existait des façons de faire ou des pistes de solutions pour amener peut-être les collectivités à essayer de repenser peut-être le 115 ou les hébergements d'urgence de façon à prendre aussi la réalité des personnes et peut-être en prenant en compte les retours du terrain, en fait, justement. Ouais. Merci. Ça me permet de faire le lien avec un autre projet de recherche qu'on vient de terminer, dont on va sortir un ouvrage à la rentrée, qui est en fait une enquête qui a été consacrée à la sortie des centres d'hébergement et à l'accès au logement, et qui est une recherche participative en fait qu'on a menée avec d'anciennes personnes hébergées, des personnes hébergées et des travailleurs sociaux qui ont eux-mêmes mené l'enquête auprès de travailleurs sociaux et de personnes hébergées. Et ça nous a amené en fait à travailler sur la question de l'hospitalité, et notamment de l'hospitalité des centres d'hébergement. Alors peut-être ça va répondre,
En tout cas, c'est un des travaux qu'on a fait. À partir de ce travail-là, on a amené plusieurs propositions. Une des propositions, en fait, c'est que la question de l'hospitalité, ça pose la question de l'accessibilité des lieux, et notamment pour les personnes qui ont été hébergées, qui ne sont plus hébergées, par exemple. En fait, durant notre enquête, on a observé que ce qui ressortait, c'était une tendance. Une fois que vous aviez quitté le centre d'hébergement, vous ne pouviez plus y revenir, ou très peu. Il fallait vraiment creuser les situations avec les professionnels et les personnes pour voir des petites situations où finalement des personnes revenaient pour demander un coup de main, pour prendre un café, juste pour passer le temps en fait dans le centre d'hébergement, justement au regard des attaches qu'elles avaient développées dans ce lieu-là. Donc du coup, en fait, nous on a essayé on a une série de propositions qui sont de généraliser des pratiques déjà existantes, telles que ces pratiques-là, pour essayer de les faire reconnaître, notamment donc permettre que les anciennes personnes hébergées puissent venir autant de fois qu'elles veulent et aussi longtemps qu'elles souhaitent dans les centres d'hébergement pour passer un moment, par exemple, pour rencontrer des travailleurs sociaux. Donc du coup, là, pour nous, c'est un des enjeux de cette proposition, c'est auprès des financeurs, en fait, de considérer que l'accompagnement va potentiellement perdurer une fois que la personne sera sortie du centre d'hébergement, et que du coup, les professionnels, dans leur temps de travail, il y a en fait un temps qui soit reconnu pour accueillir les anciens hébergés sur le centre d'hébergement. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train d'essayer de travailler avec l'équipe de recherche, qu'on va surtout travailler à partir de la rentrée pour faire diffuser ces propositions et pour essayer de faire en sorte que des choses changent. Les premiers échos qu'on a, notamment des échanges un peu informels qu'on peut avoir avec l'État à différents niveaux, au niveau local, mais aussi avec la DIAL, etc. C'est qu'en fait, ces propositions-là, étant donné le cadre du logement d'abord, la réflexion sur ce que va être le centre d'hébergement, le CHRS demain, dans quelques heures, c'est une question qui se pose, et à notre avis, il y a un enjeu là à penser les centres d'hébergement comme des lieux repères, dont en fait le détachement n'est pas conditionné par l'accès au logement, mais par le rythme que les personnes veulent donner au détachement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est progressivement, c'est pas parce que j'ai trouvé un logement que je dois ne plus fréquenter ces lieux. Donc on essaye de remonter ça, mais c'est ce que j'évoquais sur ma première réponse. Tout ça, c'est de faire remonter des descriptions de situations pour faire réaliser et prendre en considération ce qui est déjà mis en œuvre. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est des choses qu'on travaille et qui, à mon avis, font écho aussi au rôle que peut avoir un accueil de jour, notamment sur les publics en fait, qui vont bouger dans leur carrière résidentielle ou accéder à de nouveaux habitats, etc. Comment elles continuent à accéder ou pas à ces lieux-là et à quel moment. Voilà. Je continue sur cette question. C'est juste qu'en tant que travailleur social, souvent ce qui nous est reproché un petit peu, c'est que des fois des personnes justement ont un attachement à un service. Accueil de jour, c'est plus facile, je pense, parce que l'accueil de jour est un accueil inconditionnel, etc. Mais quand c'est des services, de rien. Quand c'est des services, du coup, on nous parle de dépendance. Et donc, après, on nous dit, il faut passer le relais, il faut trouver un. Mais sauf que certaines personnes, des fois c'est le cas, mais certaines personnes, on voit que c'est un attachement profond et que ça peut faire une rupture vraiment d'orienter ailleurs et de dire non, c'est plus possible. Ouais, et du coup, on fait du off. Exactement, mais du coup, je pense que c'est... En tout cas, alors, je pense que c'est aussi votre... c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi votre rôle. Nous, c'est notre rôle, à mon avis, aussi de chercheur, en fait, de décrire ce off-là, justement, pour le remettre à sa juste place. Qu'en fait, c'est du off au regard de vos missions, mais que c'est pas du off au regard du temps que vous y accordez. Et ça, c'est à mon avis, mais c'est toujours... C'est peut-être un peu répétitif, mais c'est toujours un enjeu pour moi, qui est toujours en fait de décrire ces éléments-là très concrètement en fait. Et ça, je pense qu'on le fait pas
et je me mets aussi dans la boucle, et je mets mes collègues chercheurs dans la boucle, on ne le fait pas suffisamment précisément, et donc c'est important. Et du coup, est-ce que vous vous sentez écouté quand vous remontez le off qui est fait sur les terrains, justement? En ce moment, sur certains, auprès de certains acteurs, je trouve que oui. Je sais pas, ça ne veut pas dire que ça se traduit concrètement encore, mais en tout cas, j'entends une considération de ces éléments-là. Je vous avouerai aussi que c'est une problématique aussi pour les chercheurs de s'exprimer correctement et clairement auprès de ces acteurs-là et des professionnels et de tous les acteurs, ce qui est un travail quand même qui prend du temps. Donc c'est pour ça en tout cas moi c'est la ligne que j'essaye de suivre, de repartir sur des descriptions de situation à chaque fois pour essayer de rendre compte de ces éléments-là et que ce soit en fait un point d'ancrage pour la discussion comme on le fait aujourd'hui. Merci. Bonjour. Tout ce que vous dites est très intéressant. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une grande écoute et une certaine souplesse qui sont à mettre en œuvre en fait par rapport à la personne. Moi, ma question, ce serait par rapport au cadre sur, par exemple, un CHRS où il y a, on va dire, nous, en tout cas, on a un collectif. Néanmoins, les besoins des personnes ne sont pas les mêmes. On a la difficulté d'avoir le cadre qui peut être sécurisant qui est sécurisant aussi bien pour les personnes que pour les professionnels. Et ce serait plus par rapport aux outils, ma question, à savoir finalement, on parle de quelque chose de presque sur mesure. Comment ou qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Ça peut être sous forme d'exemple, hein, pas de souci. Mais comme outil qui puisse bénéficier de cette souplesse justement et qui puisse mettre en pratique toute cette individualité et la réponse aux besoins singuliers de chaque personne, par exemple. Alors vu le temps qui reste et mon incapacité même à répondre à cette question difficile, il me semble qu'il y a... En fait, du coup, je vais répondre à autre chose, en fait. Je suis désolé. Je vais essayer d'y réfléchir. Mais non, mais en fait, j'ai effectivement insisté sur la dimension individuelle, mais à mon avis, cette dimension individuelle, elle ne doit pas faire perdre de vue la question de la dimension collective, en fait, aussi qui est liée avec ces attachements. Je pense qu'un des fils, c'est aussi toutes ces ramifications font aussi que permettent de penser aussi, notamment sur un CHRS, en fait, toutes les questions de cohabitation, de lien entre les personnes qui dorment là et les professionnels. Nous, ce qu'on a, par exemple, mais je pense que c'est des sujets qui seront beaucoup mieux évoqués tout à l'heure, sur la question de l'alcool, pour essayer de donner un exemple. En fait, moi, j'ai suivi c'était un travail qui était fait avec des étudiants. On a essayé de suivre ce qui était mis en œuvre dans 3 centres d'hébergement autour de l'alcool. Et on s'est intéressé à 3 centres d'hébergement qui ont des approches différentes en termes d'alcool. Donc, un centre d'hébergement qui a levé complètement les interdictions. Les personnes peuvent boire partout où elles veulent. Un centre où, en fait, il y a un bar qui a été installé dans le lieu. Donc, il y a un lieu de cogestion avec des horaires. Donc, c'est ouvert 3 fois par jour pendant 1 heure. Et un autre centre qui, durant le Covid, a essayé de mettre en œuvre un peu ce principe de cogestion, mais ça ne prend pas encore la forme d'un bar avec un service, etc. Toutes ces réponses, elles sont extrêmement intéressantes, mais en fait, elles ont toute une caractéristique commune, malgré leurs différences, c'est que les personnes hébergées n'ont jamais participé à la définition de ces réponses, n'ont jamais été associées à la définition de ces réponses. Donc il me semble qu'en fait, il y a des... Et ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises ou des bonnes réponses qui sont mises en œuvre. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a il y a quelque chose à penser là aussi sur la manière de penser ce qui compte pour les personnes, qui n'est pas forcément de manière individuelle, mais qui peut être aussi de manière collective. Donc nous, là, par exemple, sur ce point-là, on a essayé de travailler auprès de nos interlocuteurs pour... En fait, non, ça ne nous intéresse pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas mon rôle de sociologue. Par contre, ce que je remarque, c'est que les personnes ne sont jamais associées à ces définitions-là, les personnes accompagnées, et d'autres personnes également
et ça avait beaucoup d'effets, c'est les agents d'entretien, qui ne sont pas associés, mais qui sont directement concernés quand il y a des canettes un peu partout à trier, etc. Donc du coup, en fait, nous, notre souci, c'est plutôt celui-là, c'est pas simple, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, pas simplement de penser des espaces individuels qui permettent au cas par cas de penser ce qui compte pour les personnes, mais c'est aussi de penser ces espaces-là de manière collective pour mettre en discussion collectivement ce qui compte. Et ça, je pense que c'est un début aussi de travail de politisation qui pourrait être assez intéressant, notamment dans cette réflexion sur les centres d'hébergement, sur leurs formes qu'ils peuvent adopter, etc. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vos travaux seront en ligne, si vous êtes d'accord, sur le site de la Fédération. Et vos travaux à venir aussi sur l'avenir du CHRS. Je pense que ça va intéresser beaucoup de nos adhérents. Donc, je vois déjà des oui, ça nous intéresse. Donc, merci beaucoup de vos questions. Donc, si vous voulez prendre un peu l'air, vous pouvez, sachant que les places sont chères, effectivement, je vous le confirme. Mais que la prochaine conférence démarre dans quelques instants. Merci.